Nicolas Lenné, vous êtes architecte fondateur de Nicolas Lenné Architecte, donc votre cabinet. Laurent Hénard va nous rejoindre dans un instant. Présentez-nous peut-être votre structure en un mot. Qui êtes-vous, cher architecte? Alors, je suis un architecte montreuillois. J'ai une Ouais. agence que j'ai fondée il y a 12 ans. On est une trentaine de collaborateurs. On travaille sur tout type de projets, bureaux, logements, équipements, en France et maintenant à l'étranger. D'accord. Et je pense qu'une des caractéristiques de notre agence, c'est d'avoir beaucoup travaillé sur les nouveaux appels d'offres type Réinventer Paris. Voilà, on est très engagé dans cette nouvelle façon de faire et on pense que je pense que ça a beaucoup modifié notre façon d'envisager notre métier. On est sur une thématique qui tient à cœur à beaucoup d'acteurs ici, transition écologique et évolution du travail. Comment est-ce que vous prenez en compte cette nécessaire transition écologique dans la redistribution des espaces publics, dans les commandes que vous passent vos clients pour du privé aussi? Et d'après vous, quelle est la place de cette transition quand on parle de revitalisation économique d'une agglomération? Moi, dans ma façon de travailler, le maître mot, c'est vraiment l'adaptation. Oui. C'est-à-dire qu'on crée des bâtiments qui doivent s'adapter à des données qui changent en permanence. Aujourd'hui, quand on nous commande un bâtiment, les modes de travail évoluent à une vitesse folle. Et donc, j'essaye de créer des bâtiments qui soient extrêmement flexibles. Et l'autre aspect, c'est que on demande plus aux bâtiments aujourd'hui qu'on leur demandait hier. Aujourd'hui, quand on va au travail, on ne veut pas être juste dans un open space et assis à son poste de travail. Il y a 1000 façons de travailler. D'ailleurs, on est ici dans un exemple parfait. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux espaces qui ne sont pas uniquement le lieu où on est assis à son poste, mais les lieux de circulation, les terrasses, l'entrée, le bar à l'entrée. Enfin, il y a énormément d'espaces comme ça qui viennent autour de ce qui était hier le lieu de travail. Qu'est-ce que vous répondez à vos clients qui veulent faire quelque chose justement qui rentre dans le cadre de cette transition écologique, mais qui auraient besoin juste d'un petit make-up pour leur greenwashing par exemple? Comment est-ce que vous faites des choses en profondeur pour que ça serve non seulement les besoins d'aujourd'hui, mais surtout du futur, puisque vous réfléchissez à 30, 50, 100 ans devant vous? Moi, la chance que j'ai, c'est qu'on me pose des questions profondes, parce que quand on vient me voir, c'est pour créer un nouveau bâtiment en général, ou pour le rénover. Oui. Et donc, les réponses, elles sont très fortes. Par exemple, dans l'agence, aujourd'hui, je pense que 80% des surfaces que je dessine sont des surfaces qui sont en construction bois. D'accord. C'est une vraie révolution, à mon avis, dans la façon de construire, parce qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse pas uniquement à la façon dont les bâtiments sont gérés une fois qu'ils sont construits, mais aussi à la façon dont on les construit, qui sont à peu près la moitié du problème de l'émission de carbone. Et la construction bois, c'est une très bonne réponse à cette question. Il y a d'autres réponses? Il y a d'autres réponses qui sont en train d'arriver. Je pense que les autres matériaux changent. Il y a beaucoup de recherche et développement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le bois, c'est quand même une réponse extraordinaire. Et il y a toute une filière derrière à organiser en France. C'est une opportunité économique énorme pour la France. Guillaume Poitrinel nous en parlera aussi au cours de cette journée, puisqu'il travaille beaucoup sur le sujet. Parlez-nous peut-être de l'équilibre justement entre la vie privée, la vie quotidienne, les loisirs et l'espace de travail. Vous réfléchissez également à ça. Alors qu'on accueille Laurent Hénard, qu'on applaudit s'il vous plaît, qui va nous rejoindre. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Laurent Hénard est le maire de Nancy. Comment est-ce que, Nicolas, on arrive à trouver le bon mix, justement, dans ce que l'on vous demande au quotidien, entre l'espace de travail et l'espace de vie, tout simplement? Alors, ces espaces, aujourd'hui, on voit que les frontières sont de plus en plus floues. On travaille chez soi et on va au travail pas uniquement pour travailler, mais finalement pour vivre une expérience de vie. Et donc, les bâtiments de bureaux doivent se modifier en conséquence, et les bâtiments de logement aussi. Pour donner un exemple, aujourd'hui, quand je crée des logements, je propose systématiquement à mes maîtres d'ouvrage de mettre dans les bâtiments des lieux qui soient communs pour tous les copropriétaires, qui soient soit dévolus au loisir, donc on peut penser par exemple à des rooftops qui soient dévolus à tout un bâtiment, et également des lieux qui puissent être des lieux de travail. Par exemple, près de l'entrée, du hall d'entrée, on peut avoir quelques postes de travail pour les gens qui dans la copropriété, travaillent chez eux, mais n'ont pas envie d'utiliser leur appartement. On va venir avec vous, Laurent Hénard, à Nancy. Vous allez nous raconter un peu votre quotidien sur ces questions. Vous êtes le maire de Nancy, vice-président de la métropole du Grand Nancy.
ancien ministre bien sûr. Quand on vous invite sur un débat, une rencontre autour de la transition écologique et de l'évolution du travail, j'imagine que maintenant c'est votre quotidien parce que quand vous repensez les espaces publics avec vos équipes, forcément vous vous posez ces questions de transition écologique et en même temps de l'accueil du monde économique. Racontez-nous un peu les questions qui vous taraudent et surtout ce que vous faites à Nancy en particulier. Alors, le sujet le plus compliqué n'est pas forcément l'espace public, je dirais paradoxalement. D'accord. Parce que sur l'espace public, les choses sont finalement devenues assez évidentes pour nos concitoyens. Oui. Sur le fait qu'il faut planter des arbres, il faut végétaliser. Donc déjà, vous avez une partie de la surface qui, je dirais, est arbitrée. Oui. Ensuite, parce que les gens cherchent évidemment une plus grande convivialité. Bien sûr. Donc des choix qui auraient pu être conflictuels il y a 10 ans, notamment parce que beaucoup défendaient la place de la voiture, sont des choix qui sont devenus finalement beaucoup plus fluides. D'accord. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est justement l'articulation, et c'est le plan local d'urbanisme qui le fait, Oui. entre ce qu'on construit, ce qu'on rénove et ce qu'on réaménage d'un côté, les espaces privés que vous évoquiez, pour le travail ou pour l'habitation, et puis l'espace public. D'accord. Alors pour essayer de prendre quelques exemples concrets, le premier sujet, c'est développer l'autopartage, des lieux sécurisés pour les vélos. On voit bien qu'à un moment donné, notamment dans l'hypercentre, l'espace public sature vite. Donc ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans les projets de construction, de promotion, de rénovation. Oui. Alors c'est une vraie discussion avec les investisseurs parce que c'est évidemment pour eux dans un premier temps des surfaces qui peuvent paraître perdues entre guillemets puisqu'elles sont mutualisées, elles peuvent pas être vendues à un seul acheteur ou louées à un seul preneur. On arrive à l'échelle d'un aménagement de quartier, c'est tout l'intérêt de fonctionner par groupement d'îlots, à justifier la démarche. Et les premiers exemples, on l'a fait sur le quartier de la Gare à Nancy, qui s'appelle Nancy Grand Cœur, finissent par convaincre les investisseurs que finalement il y a une demande. C'est-à-dire qu'une fois que les habitants arrivent et que les entreprises s'installent, ils demandent s'il y a des endroits où les vélos peuvent être laissés de manière sécurisée, s'ils prennent une société ou s'ils organisent ou facilitent une société d'autopartage, s'il y a un endroit où on peut laisser les véhicules sans avoir besoin de déborder sur la voie publique, etc., etc. Deuxième sujet, qui concerne plus cette fois-ci le commerce, la restauration. Donc ça a un impact aussi majeur en centre-ville, mais ça existe aussi dans les quartiers, la gestion des déchets. Le système en bac, plus on développe le tri, est devenu assez improbable, notamment en termes de propreté de l'espace public et d'agrément de l'espace public. Oui. Plus vous triez, plus vous posez des bacs de couleurs différentes. Bon, donc à un moment donné, se pose vraiment la question de savoir si on ne peut pas, comme ça se fait dans certains pays d'ailleurs, aller chercher les déchets, non pas chez chaque habitant, mais au moins chez les commerçants et chez les restaurateurs, qui, entre les cartons et l'ensemble des déchets triés rejetés, en mettent beaucoup. Là aussi, ça demande pas seulement de les convaincre et de trouver un système performant économiquement, ça demande de réaménager les locaux d'activité et les locaux commerciaux. Alors pour le centre-ville de Nancy, par exemple, c'est des sujets qui ont fini de nous convaincre de créer une SEM. C'est-à-dire que Société d'économie mixte. Une société d'économie mixte, voilà, public-privé, 50% la ville et la métropole et 50%, enfin 49,9 puisqu'il faut toujours être majoritaire, avec des investisseurs privés qui a un capital de 5 millions d'euros pour démarrer. D'accord. Pour aller plus loin que dire c'est autorisé, c'est interdit par le plan local d'urbanisme, mais pour pouvoir soit faire en achetant et en revendant ou en achetant et en louant, soit faire de la copromotion, ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire de dire à un investisseur privé, on est conscient que les contraintes qu'on vous met vont dégrader peut-être les termes économiques de l'opération. On vous propose une intervention, une association pour avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça l'évolution majeure, c'est que la collectivité publique, elle se retrouve à avoir plusieurs casquettes en même temps. Bien sûr, elle fixe des règles, elle dit oui, elle dit non, dans l'espace public, dans le plan local d'urbanisme, mais il faut qu'elle soit exemplaire dans les propres locaux qu'elle a. C'est pas toujours si évident que ça, et c'est pas toujours si simple à faire, parce qu'on a nos salariés, on connaît des relations sociales, il y a des évolutions qui sont pas simples. Et puis dernière chose, elle doit elle-même devenir investisseur. Voilà, il faut qu'elle se mette autour de la table de ceux qui font. Évidemment. Vous faites partie de ceux qui font. Vous êtes autour de la table, j'imagine, aussi sur des projets publics, grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'apporter un éclairage, par exemple, aux élus, d'apporter une connaissance et d'apporter aussi des bonnes pratiques de l'extérieur pour expliquer à un élu comment et pourquoi il doit changer peut-être de regard et changer la face de sa ville et de son centre-ville? Oui, alors moi je ne vois pas les choses tout à fait comme ça. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a une pluralité d'acteurs de plus en plus grande autour de chaque projet. Oui. C'est fini la commande directe à l'architecte qui est un peu omnipotent. Donc il y a
Nous, dans notre rôle, il y a une certaine façon de faire qui fait qu'on est moins les grands directeurs, disons, dans notre tour d'ivoire, mais en même temps, on a un vrai rôle de chef d'orchestre pour animer ces équipes très C'est plurielles. important. Et donc, effectivement, les villes font partie, elles ont, à mon avis, un rôle d'exigence de qualité, parce qu'in fine, c'est elles qui donnent les permis, et donc elles ont le rôle de fixer la barre assez haut, et ensuite on vient avec des acteurs, et on est une pluralité de personnes autour de la table. Vous avez travaillé, vous, sur le repenser des espaces publics, justement. Vous avez travaillé sur des modèles particuliers? Alors, moi, très sincèrement, je ne suis pas très spécialisé en espace public. J'ai plutôt travaillé sur des bâtiments, mais il y a quand même quelques projets que je suis en train de développer, disons, que j'ai gagné à Nice, par exemple. Il y a un quartier qui s'appelle Nice Méridia. Oui. On a gagné un macro-lot. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on est arrivé dans un quartier qui avait déjà été dessiné par un urbaniste, un très bon urbaniste, qui s'appelle Christian de Villers. Et la question qu'on nous a posée, c'est toute une partie de ce quartier. On est arrivé avec un promoteur immobilier, 7 architectes, donc c'était un très gros concours et on était face à d'autres promoteurs. Oui. Et ce qui a permis pour nous de faire un espace public étonnant, où on a fait travailler des artistes, où on est venu avec aussi des futurs utilisateurs. Enfin, on s'est posé la question de la relation au rez-de-chaussée d'immeubles, espace public. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en travaillant tous ensemble sur ce projet pendant un an, on a réussi à faire quelque chose d'extrêmement cohérent et en même temps, ce n'est pas un seul architecte qui signe le projet. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a un vrai coup à jouer sur l'espace public, c'est ces projets où on travaille ensemble dès le début. Travailler ensemble, on l'entend, c'est le secret. Travailler aussi avec les citoyens qui vous demandent des choses. Travailler avec les entreprises. On parle là d'espace de travail, Laurent Hénard. Comment vous repensez votre ville pour accueillir aussi ces espaces de travail, pour qu'ils vivent bien avec les commerçants, avec les touristes, avec les habitants? C'est aussi une gageure chez vous dans une ville comme Nancy. Est-ce que ça s'est inscrit dans le fil de l'histoire ou est-ce que vous sentez qu'il y a une nouvelle révolution et qu'il y a un vrai changement sur le sujet? Alors on a une chance, c'est que les attentes de société aujourd'hui vont vers ça. Oui. C'est-à-dire que nos concitoyens ne veulent plus de la ville compartimentée. Oui. Hein, je travaille à un endroit, je me distrais à un autre et je finis par habiter dans un troisième qui a une vocation résidentielle garantie. On voit qu'il y a une recherche de mixité finalement, avoir des voisins différents et avoir dans son voisinage du travail, de l'activité, du commerce, du loisir, du sport. Alors après c'est moins facile à faire évidemment. Bien sûr. Notamment l'outil qu'on a habituellement, les ZAC, les zones d'action concertée, donc c'est l'outil pour aménager. On définit un plan, un règlement, des matériaux, il y a un architecte conseil qui fait l'urbanisation générale, puis après on déroule par parcelle la construction. L'outil est vraiment pas adapté. Et donc il faut pouvoir le corriger. Alors à Nancy, on a eu la chance d'avoir un architecte urbaniste qui avait conçu la ZAC, mais était conscient qu'elle durait 20 ans. Et que donc il fallait la faire évoluer finalement au fil des îlots. Alors ça a été une chance parce que, comme vous le dites, ça a permis de dire j'arrive, il y a déjà une patte, mais ça peut changer, ça peut évoluer. Et ça nous a permis, par exemple, sur un quartier qui s'appelle les Rives de Meurthe à Nancy. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la ville, en fait, c'était très longtemps une ville inondable. Voilà. La rivière sortait de son lit sur des berges marécageuses. Donc on avait 20% du territoire de la commune qui, parce qu'ils étaient inondables, étaient finalement en friche d'une certaine manière. On a canalisé la rivière, ça a pris beaucoup de temps. On a aménagé les systèmes de régulation et aujourd'hui, tout cet espace au bord de la rivière est constructible parce qu'il est maîtrisé. Donc ça représente 20% du territoire de la commune qui est de nouveau utilisable pour habiter, travailler, circuler, etc. Sur ce quartier donc, des Rives de Meurthe, on a lancé ces ZAC et on voit finalement qu'on a réussi à faire un quartier qui aujourd'hui à l'échelle de toute la métropole est le premier quartier productif de valeur ajoutée. On le voit puisqu'on regarde où est-ce qu'on collecte la contribution économique territoriale, ce qui a remplacé la taxe professionnelle, et c'est le premier quartier contributeur. Souvent on en a une image résidentielle quand on est nancéen, et en fait on a beaucoup de TPE, de PME, d'artisans, d'entreprises de taille moyenne qui se sont installées. Et les grandes entreprises qui voulaient partir à un moment donné pour des raisons de logistique, disant je ne vais pas rester, ça devient de l'habitat, finalement veulent rester, quitte à adapter bien sûr leur bâtiment, l'architecture générale de leur site. Donc ça prouve que quand on prend le temps, en fait, première règle je pense, laisser du temps au temps, pour reprendre l'adage d'un président, quand on prend le temps, déjà on arrive à saisir des évolutions, à accueillir des partenaires. Deuxièmement, nous sur ce secteur des Rives de Meurthe, on va abandonner l'outil ZAC pour avoir une étude par des urbanistes et architectes conseils assez générale sur les nouveaux territoires urbanisés et pour passer à des appels à projets par îlot.
pour justement être capable d'ajuster aussi l'espace public en fonction des projets. Oui, Et dans une ZAC, vous créez l'espace public et puis les projets doivent s'adapter à l'espace public. Or, a priori, quand vous avez un grand terrain vague, la largeur de la rue, le fait qu'il y ait peut-être une terrasse arborée du côté nord ou du côté sud, tout ça n'est pas forcément préétabli. oui. Ça pourrait très bien se faire en même temps que des idées pour l'habitat, que des idées pour l'activité, qu'une grande entreprise qui viendrait s'installer. Donc l'idée est, sur la partie nord de ce quartier, de ne pas avoir de ZAC, d'avoir un architecte, enfin une équipe urbaniste et architecte qui propose un schéma général d'aménagement, puis ensuite par grands îlots, de faire des appels à projets où les espaces publics, les services publics implantés aussi, pourraient répondre, ou en tout cas correspondre, à des initiatives qui arrivent par les habitants et par les entreprises. Enfin, dernier point, parce qu'il faut qu'on soit concis, Je vous confirme. le plus dur pour le maire, c'est de ne pas faire seulement avec ceux qui sont déjà là, Ah oui, et qui ne seront peut-être plus là quand on aura fini le travail. bien sûr. Je m'explique, dans un quartier comme ça, on va avoir demain 10 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui, puisque c'est quasiment un quartier entièrement en friche. Et ceux qui sont aujourd'hui dans le quartier vont sûrement avoir leur parcours résidentiel, que ce soit une entreprise ou que ce soit un habitant. Oui, Donc aujourd'hui, ils vont être sur des positions souvent conservatrices, entre guillemets, c'est-à-dire, je ne veux pas que ça change. Alors que ceux qui seraient intéressés par ce secteur de Nancy, qui voudraient venir y investir, y habiter ou y travailler, eux n'ont pas leur mot à dire. Donc le plus compliqué dans le dispositif de participation, c'est d'imaginer de travailler, on essaye, on y arrive sur certains points, avec ceux qui ne sont pas encore là, mais feront la vitalité dans 5 ou 10 ans du lieu. Nicolas, c'est la question que vous devez vous poser au quotidien, ça finalement. Comment imaginer, comment travailler pour ceux qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver? Vous faites comment? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les bâtiments, ils doivent à la fois être extrêmement flexibles pour accueillir ce qui va se passer demain, et en même temps pas être génériques. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient quelque chose de particulier, qu'on les reconnaisse, qu'ils apportent vraiment quelque chose en plus. Et c'est ça tout le challenge aujourd'hui, c'est de faire une architecture qui est à la fois très flexible, qui peut très bien s'adapter, et en même temps qui propose une identité très forte. Est-ce que vous avez l'impression que dans votre métier, plus qu'avant, demain, on va vous demander des comptes, notamment sur la manière dont vous aurez réussi une transition écologique, dont vous aurez réussi une transition responsable et dont vous aurez réussi finalement à faire quelque chose de vraiment développement durable? On n'en tenait pas rigueur à Haussmann et de toute façon, il ne pourrait plus témoigner. En revanche, vous, peut-être dans 10 ans, on va vous demander des comptes? Oui, j'espère bien. C'est-à-dire que plus on prend de responsabilités et plus on est redevable de comptes. Donc oui, je pense que les architectes ont un vrai rôle à jouer dans cette transition et j'espère qu'on œuvre pas trop mal à ça. Oui, oui. Nicolas nous parlait juste avant que vous arriviez, Laurent Hénard, notamment du bois et de la construction bois. C'est quelque chose qui pourrait prendre place aussi à Nancy. Est-ce qu'une ville aujourd'hui pourrait imaginer un quartier avec des bâtiments bois en utilisant beaucoup plus la filière bois? Alors on a la chance en Lorraine d'avoir une filière bois qui a de la ressource, Oui, c'est vrai. même si paradoxalement elle n'est pas structurée complètement en Lorraine. Comme C'est-à-dire on partout produit en du France, bois ouais. et comme toujours, c'est reconditionné ailleurs et ça revient. Oui. Et justement, on travaille avec l'université. La chance qu'on a, c'est d'avoir une grande université avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs sur l'idée de faire du circuit court Oui. sur cette filière bois. Et pour être aujourd'hui adapté à la production locale, si je puis dire, régionale, l'idée, c'est pas de faire un quartier bois, mais c'est de mettre du bois dans chaque quartier, si je puis dire. Oui, oui. Et on réserve des îlots en disant cet îlot-là est réservé pour des projets construction bois. Alors, en plus, c'est assez adapté parce que la hauteur du bâtiment, son volume, fait que la place du bois dans la construction est variable. Enfin, vous le savez mieux que moi, il pourrait l'expliquer, je pense, beaucoup mieux que moi, c'est un homme de l'art. Et Guillaume Poitrinel nous en parlera juste après. Mais il y a évidemment, soit le bâtiment, sur un immeuble de grande hauteur, vous aurez le bois comme un des éléments, mais tout l'immeuble ne sera pas en bois, si je puis dire. Oui, oui. En revanche, si vous décidez de faire des îlots de maisons de ville, là, vous pouvez imaginer partir sur une construction qui, à 90%, va être en bois. Donc, on essaye, en fait, de le mettre par îlot dans les appels à projets. D'où l'intérêt de cette démarche d'appel à projets. Enfin, Oui. Juste un mot sur la responsabilité des architectes. Je pense qu'il faut qu'on mette en place... La responsabilité, elle sera forcément collective. Bien sûr. Et le système où les élus renvoient aux architectes, qui renvoient aux élus, qui renvoient aux promoteurs, est un très mauvais système. Il faut réussir à afficher des démarches collégiales, quitte à ce que ce ne soient pas les mêmes groupes d'acteurs selon les différents territoires où vous déroulez des investissements et des opérations d'urbanisme. Assumer ensemble. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Est-ce que certaines personnes souhaitent poser une question, réagir, dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, apporter un autre exemple, d'ailleurs nous nourrir d'autres exemples sur le terrain? Qui pose la première question peut-être dans la salle? Première réaction. Bonjour, Jean-Marc Hubonnois, je dirige un accélérateur de start-up chez Oracle. Merci pour les éléments intéressants que vous avez dit sur scène. Moi, j'étais particulièrement intrigué par le fait qu'il y ait des constructions en bois aujourd'hui.
Et aujourd'hui, alors, quel est l'état à peu près du marché immobilier sur la construction en bois naturel en France? Et rappelons que ce ne sont pas que des cabanes dans les arbres. Nicolas? Oui, aujourd'hui, le bois prend une part de plus en plus importante dans la construction en France. Il y a tout un tas d'intérêts pour le faire et on fait des bâtiments de plus en plus grands, de plus en plus importants en bois. Aujourd'hui, il y a des tours qui font 17 étages qui sont en train de se construire. Moi-même, je travaille avec BNP Paribas et Woodeum sur un très grand projet à Nanterre qui fait plus de 100 000 mètres carrés de construction bois. Oui. C'est quelque chose on va passer en France de 5 à 6% de construction bois. Si on veut rattraper nos voisins, il faut passer à 25-30%. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, on sait faire des bâtiments qui sont des bâtiments extrêmement performants, extrêmement durables, qui présentent ce matériau. Et alors, sur la construction bois, juste une petite chose, parce que à chaque fois qu'on en parle, ça revient. Un bâtiment en bois, il n'est pas forcément en bois sur la façade. C'est-à-dire qu'il peut être très bien protégé. Et c'est son cœur, c'est sa structure aujourd'hui qu'on fait en bois. Ah oui, donc c'est pas l'inverse. On pourrait imaginer que vous nous parliez d'une structure en béton, en acier et que la façade soit en bois. Vous nous dites que ça peut être l'inverse au contraire. Exactement. D'accord. C'est plutôt, moi, ce que j'essaye de défendre, c'est de faire des bâtiments où il y a une énorme proportion de bois qui est utilisé à l'intérieur, ce qui réduit la facture carbone, enfin l'empreinte carbone de la construction. Et par contre, à l'extérieur, on met des matériaux qui ne s'altèrent pas, parce qu'une fois qu'il est protégé, le bois, il ne s'altère absolument pas. D'accord. Alors qu'en façade, il peut vivre, et dans certaines villes, ça pose problème, hein, esthétiquement, etc. Oui. Et du coup, on a tendance à le protéger, mais la façade représente en fait très peu de pourcentage de matériaux. On en apprend tous les jours. Merci pour votre question, merci pour la réponse, Nicolas. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne les uns et les autres sur les missions d'un élu, les missions d'un architecte finalement, votre feuille de route pour l'avenir pour respecter des engagements qui soient ambitieux dans la transition écologique? Monsieur le maire, il s'agit de la patate chaude, il faut savoir qui la prend en premier. Je vais être solidaire, oui. Je vais la prendre en premier. À Nancy, justement, on a lancé toute une série de débats en 2018 sur cette affaire de transition écologique. Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un nouveau plan local d'urbanisme, on allait reprendre toutes les règles en fait, de construction, de réhabilitation, etc., qui sont applicables sur le territoire de la cité, qu'on lançait des marchés en matière d'énergie, en matière de déchets. Pour une part, on gère d'ailleurs nous-mêmes la production d'énergie ou la production d'eau à Nancy, qu'on se posait des questions sur la rénovation du système de transport en commun. Bon. Et on s'est dit qu'il fallait donner un éclairage finalement politique au sens étymologique du terme à tout ça, d'où une année 2018 consacrée à la transition écologique avec des débats dans les quartiers, des forums thématiques, une plateforme d'appel à projets numériques, des appels à projets lancés sur les associations, sur les entreprises. Ce sera fait à la fin de l'année, avec l'idée d'avoir une feuille de route à 10 ans. Et moi, ce que je retire de ça, c'est deux choses très positives et puis un facteur de risque. La première chose très positive, c'est que les gens se mobilisent, que les consciences changent beaucoup plus vite que les politiques publiques. D'accord, oui. Et qu'à la rigueur, si on ne veut pas être à la ramasse, faut se bouger vite. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait un système... les citoyens atteignent un système où ils peuvent faire aussi. Je vais prendre un exemple, parce que sinon ça pourrait durer des heures. Mais on nous a demandé à la ville ce qu'on faisait pour les plantations, le verdissement de la cité. Mais très vite, on a eu des habitants qui ont dit, mais alors, si je souhaite végétaliser ma façade parce qu'elle n'a pas d'aspect, elle n'a pas d'intérêt architectural, ou j'ai un mur borgne, ou j'ai une dent creuse, comment je peux faire? Alors c'est vrai que ça pose après des problèmes d'adaptation du plan local d'urbanisme, Oui. parce que végétaliser la façade, c'est planter sur le domaine public. Il faut régler ce genre de petites choses. Mais on a mis en place un système de conseil par nos services des parcs et jardins, d'autorisation de plantation, et on va subventionner les ravalements, les verdissements de façade, comme on subventionne les ravalements, par exemple. Oui. Et souvent, je remarque qu'il y a une demande, et ça c'est très nouveau quand même, dans le débat entre un élu et des citoyens, il y a une demande qui est de dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Bien sûr, je vous demande ce que vous faites, mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi? Le facteur de risque, c'est l'expertise. Au sens où il y en a comme n'importe quoi qui circule sur Internet, et voilà, les légendes urbaines, Oui, bien sûr. les fausses nouvelles, voilà, tout ça à la vie dure. Donc il faut dès le début prévoir un système d'expertise. Et notamment sur cette année de la transition écologique, on a confié la présidence, on a mis en place une coprésidence avec l'Université de Lorraine. Oui. Ce qui veut dire que sur tous les sujets, on est en mesure d'avoir des chercheurs, des universitaires locaux, qui invitent d'ailleurs des universitaires et des chercheurs d'autres régions ou d'autres pays, avec des thèses différentes des leurs, mais pour montrer aux citoyens
qu'on essaye d'avoir le meilleur niveau d'analyse, d'expertise et le meilleur recul possible sur la question qui est débattue. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de transition écologique si on ne met pas en place un système analyse-expertise. Parce que la transition écologique, c'est faire le meilleur choix. Enfin, c'est pas le bien contre le mal, quoi. C'est faire le meilleur choix dans une situation. Mon voisin évoquait le climat. C'est pas le même à Nancy que sur la côte Méditerranée, quoi. Donc évidemment qu'une partie de mes choix en matière de construction, en matière de mobilité et d'énergie vont être différents de ce qui pourrait être fait à Marseille. Et donc il faut être capable d'amener ce bon sens et cette relativité. Dans un débat qui passionne, c'est pas facile. Le bon sens, Nicolas, c'est parfois de ne pas se laisser porter par des idées reçues. On pourrait penser que chacun, en mettant un arbre sur sa terrasse et en mettant 3 poules sur le balcon, ça ferait changer, etc. Mais comment est-ce que vous donnez des claques aux idées reçues? Comment est-ce que vous arrivez à expliquer aux élus, mais aussi aux acheteurs, aux commanditaires en tout cas, qu'on n'a pas besoin de greenwashing ou de simples façades qui pourraient être parfois des fausses bonnes idées, mais pour faire vraiment des choses en profondeur? C'est compliqué, vous devez faire de la pédagogie en permanence. Oui, enfin, c'est-à-dire que moi, j'essaie d'éviter les positions caricaturales. Hein, c'est ce que vous disiez, le bien contre le mal, etc. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est quand même pas mal mobilisé sur ces questions-là. L'expertise, c'est important, effectivement, c'est-à-dire de savoir conseiller nos maîtres d'ouvrage, de savoir échanger avec eux, de rentrer dans des systèmes et de les faire évoluer. C'est plutôt ça mon attitude, d'essayer de trouver le bon moment. Par exemple, la construction bois, et quelquefois ça ne marche pas pour certains projets. Donc voilà, on essaye de trouver d'autres façons de faire un projet écologique. Les façades végétalisées, par exemple, vous utilisez? Oui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce thème-là, et j'en fais dans certains de mes bâtiments. Et je pense qu'il faut chaque bonne volonté, chaque envie de faire qui va dans le bon sens doit être, disons, prise au vol. Il n'y a pas d'un côté un changement profond et puis de l'autre côté un badigeonnage, quoi. Mais je pense qu'on a des labels, des règles en France qui sont très forts. Hein. Il y a des demandes sur le chauffage et le refroidissement des bâtiments. On a les réglementations parmi les plus dures du monde. Hein. Donc on fait aujourd'hui des bâtiments qui sont très écologiques. Et aujourd'hui, la réussite d'un nouveau quartier ou d'un nouveau projet, il tient au fait que chacun a bien compris dans son rayon d'action comment agir écologiquement. Voilà. Mais ce n'est pas les architectes qui apprennent aux autres à faire, hein, ça va pas du tout. Mais vous l'avez dit, c'est en co-construction. Un dernier mot, pour ne pas parler que des centres-villes et que de la ville en elle-même, parlons aussi des sites industriels, quand il faut notamment se réapproprier des sites industriels. Ça, c'est aussi un sujet d'avenir, les repenser différemment. C'est une question que l'on pose certainement aux politiques et une question que l'on pose aussi aux architectes. Vous êtes confrontés à ça? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de sites industriels qui sont en train de muter. Les sites industriels, ils posent une question, c'est la dépollution. Donc, qui porte la dépollution, comment on valorise le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve souvent confronté à des quartiers, ces quartiers-là, où, comme il faut porter une dépollution, on est obligé de faire une densité extrêmement forte. Et donc, il y a des systèmes de financement de la dépollution qui sont à trouver, parce que si c'est porté uniquement par le bâtiment qui se fait à cet endroit-là, ça peut faire des quartiers qui sont un peu durs, quoi, quelquefois. Je viens à vous, Laurent Hénard, dans un instant. Juste, Nicolas, une chose. Cette question de dépollution n'avait peut-être pas été pensée parce qu'il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans, quand on a créé ces sites industriels, ou bien avant, ce n'était pas du tout un sujet d'actualité. Aujourd'hui, ça vous oblige, vous, à revenir à l'efflexion dont on parlait tout à l'heure. Quand vous imaginez un bâtiment, vous devez peut-être même imaginer un jour sa déconstruction. Exactement. C'est-à-dire qu'on essaye de faire les bâtiments qui sont les plus durables possibles. Et selon moi, par exemple, des bâtiments de bureaux, les plus durables, ce sont des bâtiments de bureaux qui sont très tramés, qui peuvent accueillir plusieurs façons d'être utilisés. Mais en même temps, il faut que les architectes acceptent le fait qu'un jour on puisse le déconstruire, leur bâtiment. Et au lieu d'essayer de le graver dans le marbre, de faire une architecture totalement indestructible, d'accepter le fait qu'il puisse être démonté, et une fois démonté, que les matériaux soient réutilisés. Et là encore, le bois, par exemple, c'est un très bon système. Laurent Hénard, repensez l'espace public, et notamment sur ces sites industriels. Vous êtes confronté à ça, forcément? D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord sur le sujet de la dépollution. Alors, on a la chance en Lorraine d'être une région qui est industrielle depuis le XVIIIe siècle.
Donc on a un établissement public foncier qui a lancé un programme de dépollution qui donc est porté par la contribution prélevée sur l'ensemble des opérations d'aménagement sur toute la Lorraine. Donc Ouais. du coup, effectivement, ça ne se voit pas et ça permet d'avoir une vraie latitude. On dépollue, on n'est pas obligé de densifier à la même hauteur sur la parcelle qu'on dépollue Oui. le coût de dépollution. Et c'est indispensable de pouvoir faire ça. C'est d'ailleurs ce qui a été fait par le législateur sur l'archéologie aussi, aujourd'hui. Sur les sites industriels, deux remarques. La première, c'est que c'est souvent des vraies opportunités. Parce qu'il y a des espaces logistiques énormes, donc c'est des vraies opportunités de reconquérir des espaces publics, du moment qu'on est prêt à dire qu'on ouvre un parc, qu'on verdit un endroit. Voilà, il faut le prendre vraiment comme une chance. D'accord. Deuxièmement, c'est une architecture qui justement peut avoir un aspect modulable, notamment si on construit une boîte dans la boîte, parce que souvent les matériaux ne sont pas des matériaux toujours idéaux pour les normes thermiques et la qualité énergétique du bâtiment. Mais si on accepte de construire des boîtes dans la boîte, par exemple, on peut tourner sur du logement ou des locaux d'activité qui ont un réel intérêt et un bel aspect esthétique. Deuxième reconquête, il n'y a pas que l'industriel, je voulais juste en dire un mot. Oui, bien sûr. Il y a les quartiers de la politique de la ville, Aussi, oui. sur lequel il faut qu'on reste très mobilisé, parce que là aussi, on ne gagne que dans la durée. Nous, par exemple, on a un quartier à Nancy qui s'appelle le Haut-du-Lièvre, qui est sur les hauteurs de la ville, où un architecte, Zerfus, qui a fait d'ailleurs le CNIT à la Défense, avait fait la plus longue barre d'Europe. Donc il y a 2 barres qui s'enchaînent sur 1 kilomètre de façade. Et tout le travail a été de reconvertir ce quartier. L'idée de l'architecte qui est intervenu chez Métoff, c'était de dire, mais finalement, pas très loin, il y a la forêt de haies, et si on faisait venir la nature dans la ville, en commençant par ce quartier. Quand il a eu cette idée, on était au moment du plan de rénovation urbaine, dit plan Borloo, on était il y a 13 ans, 14 ans, et ça paraissait un peu abracadabrantesque à tout le monde, quoi. Aujourd'hui, l'image positive, le seul vecteur positif de ce quartier pour transformer son image et le rendre attractif, c'est justement le fait que c'est un quartier qui croise la ville et la nature, et que la forêt est à 2 pas, et que les espaces naturels sont tout près, même dedans. Donc là, il faut tous qu'on se penche sur ces quartiers. Parce que moi, j'ai pu mesurer sur ce quartier combien la modification du cadre de vie change le comportement des habitants, Oui. et combien c'est un facteur de progrès humain et social, quoi. Dire, il y a une interaction. Souvent, on dit c'est les habitants qui prennent en charge plus ou moins bien leur quartier, certes, mais les quartiers façonnent aussi les gens qu'on y place Oui. pour y résider, dans les écoles ensuite, dans les équipements socioculturels. Et hélas, dans ces quartiers-là, trop peu souvent dans des lieux de travail, puisque souvent ce sont des quartiers dortoirs. On va terminer ensemble. Tous les acteurs qui sont en face de vous sont donc des acteurs sur lesquels vous comptez au quotidien pour nourrir vos réflexions, pour nourrir vos idées et même pour vous bousculer certainement quand on est élu, quand on est architecte. Vous avez besoin d'eux au quotidien pour continuer à imaginer la ville de demain. Oui, puis bousculer, c'est pas vraiment le terme. Enfin, moi, je pense que maintenant les élus, je l'espère en tout cas, sont heureux d'ouvrir le débat avec une feuille blanche, quoi. Et toutes les idées sont les bienvenues. Et le plus gênant maintenant, je trouve, pour un élu, c'est quand la salle ne dit rien, quand il n'y a personne qui vient se mettre autour de la table. Voilà. Bien sûr. Je pense qu'on est tous conscients des difficultés, comme ça a été dit, de la voie à trouver originale pour chaque secteur, pour chaque quartier. Donc on attend évidemment des partenaires. Nicolas, co-construction avec tous. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les projets que je suis, on est rarement moins de 10 personnes autour de la table, des bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, futurs utilisateurs, mairie, voilà, et c'est vraiment c'est vrai que c'est un peu chronophage, mais c'est vraiment une nouvelle façon de faire, et moi je pense qu'il y a une vraie qualité, que ça va vraiment créer des quartiers et des bâtiments qui seront très porteurs pour l'avenir. Laurent Hénard et Nicolas Lenné étaient vos invités ce matin. Vous les applaudissez s'il vous plaît. Merci beaucoup messieurs. Merci de nous avoir accompagnés.